sommes à Versailles au début de l'année 1745, non pas au début, à la fin, nous sommes à l'automne, le 14 septembre exactement, quand jeune Antoinette Poisson, titrée depuis quelques jours marquise de Pompadour, est officiellement présentée à Louis XV. Pour cette jeune femme issue de la bourgeoisie et non de l'aristocratie, c'est une véritable consécration. Première favorite royale à n'être pas issue du milieu de la cour, la nouvelle Madame de Pompadour va devenir une véritable icône du charme féminin, mais son ascension tellement incroyable va lui valoir également de nombreux ennemis. Elle est décriée évidemment d'abord en raison de ses origines roturières. Elle est née Poisson, vous imaginez ça? Et elle est également beaucoup décriée du fait du réseau occulte de financiers qui la soutient, des gens un peu sans scrupules pour beaucoup d'entre eux. La marquise de Pompadour aura certainement à la fois été une des femmes les plus admirées et les plus haïes de son temps. À son propos, son biographe, l'un de ses biographes, Robert Muchimblé, écrit que rien n'est simple ni limpide chez elle et que, je cite, son existence dépasse en complexité et en rebondissement la trame du roman historique le mieux agencé. Alors, comment cette simple roturière est-elle parvenue à conquérir le cœur du roi Louis XV ? C'est une rencontre digne d'un roman que je vais vous raconter. Un roman que j'ai écrit, ça tombe bien. J'ai écrit ça il y a des années, presque 20 ans maintenant. Ça s'intitulait Le bal des Ifs. Alors pourquoi ce titre ? Eh bien, nous y venons justement. Lorsque Jeanne-Antoinette vient au monde, le 29 décembre 1721, le roi Louis XV a déjà 11 ans. Or, il règne sur la France depuis 6 ans. Rappelez-vous que très jeune, il a vu disparaître Louis XIV et toute une partie de sa famille. Bref, c'est un enfant qui est monté sur le trône et qui a dû endosser aussi jeune des responsabilités écrasantes. En 1725, à 15 ans, il a épousé Marie Leginska, une princesse originaire de Pologne, qui est de 7 ans son aînée. Alors, ça a été un mariage heureux. Seulement les années passant, on sait que Louis XV a fini par se détourner de son épouse et par fréquenter des maîtresses. D'abord, toutes les sœurs de la même famille. Rappelez-vous, on avait raconté ça, les filles de Nesle, dont fait partie la sublime duchesse de Châteauroux. Le roi lui-même est extrêmement beau. Robert Muchimblé le décrit comme le plus bel homme de France, impressionnant par sa haute taille, sa prestance physique, sa vigueur et ses traits d'une quasi-perfection. Cependant, s'il plaît beaucoup aux femmes, il va rarement à leur conquête. Ce sont les femmes qui doivent le conquérir. C'est ce que l'on raconte volontiers autour de la petite Jeanne-Antoinette Poisson, qui va grandir, si vous voulez, dans cette ambiance. On parle beaucoup du roi, on parle beaucoup des dames qui tournent autour de lui, etc. Elle est de petite naissance, vous l'avez compris, mais elle va être élevée néanmoins dans la haute bourgeoisie d'argent. En effet, Jeannette, comme on l'appelle, certains bientôt la surnommeront Rainette, est la fille d'une femme réputée galante, qui a connu bien des lits fortunés de la capitale, et d'un homme de main qui œuvre pour d'importants financiers, les fournisseurs aux armées Paris. Donc, la jeune fille est élevée comme un morceau de roi, pour reprendre l'expression de son parrain et protecteur. Certains disent de son père biologique, Monsieur Lenormand de Tournehem. On disait de Tournin à la cour. Donc, une éducation exemplaire. Elle est presque mieux élevée que les demoiselles de la cour, elle est cultivée, elle a beaucoup lu, elle est très douée pour tout, pour le chant, pour la danse, pour le théâtre. On raconte qu'à l'âge de 9 ans, une voyante lui a prédit qu'elle sera aimée du roi. Oh, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Il faut vous dire que son père a dû s'exiler en Allemagne à la suite d'une affaire de prévarication assez dramatique. Donc c'est le Normand qui se charge de la marier à son propre neveu, le sous-fermier, c'est-à-dire une sorte de percepteur de l'époque, qui s'appelle Lenormand d'Étiole. Et c'est ce qui va permettre à la jeune femme d'être désormais reçue dans les beaux salons parisiens, chez Madame de Tencin, chez Madame Geoffroy, etc., Madame Geoffrin, etc. Elle fait là la connaissance des grands esprits de l'époque, Fontenelle, Voltaire, Montesquieu, Crébillon, etc. Il faut dire que Jeanne-Antoinette, qu'on appelle maintenant Madame d'Étiole, est d'une beauté incroyable et d'un charme, surtout un charme saisissant. C'est une créature aux airs de femme enfant, si vous voulez. Elle a vraiment toutes les grâces, si j'en crois du fort de Giverny. Elle était d'une grande taille de femme, sans l'être trop, très bien faite. Elle avait le visage rond, tous les traits réguliers, un teint magnifique, la main et le bras superbes, des yeux jolis, plus jolis que grands, dit-il, mais d'un feu, d'un spirituel, d'un brillant que je n'ai jamais vu à aucune femme. Elle réside à la Belle Saison,
à Étiolles, donc en lisière de la forêt de Sénart. Et voilà qu'en juillet 1742, le président Hénault commence à la remarquer. Il n'est pas le seul, pour tout vous dire. Il écrit à Madame du Deffand: je trouvais là une des plus jolies femmes que j'ai jamais vues, c'est Madame d'Étiolles. C'est quand même pas rien, ça. Elle sait la musique parfaitement bien, elle chante avec toute la gaieté et le goût possible, sait, sans chanson, joue la comédie à Étiolles sur un théâtre aussi beau que ceux de l'opéra. Il faut vous dire que Monsieur Lenormand de Tournehem, donc il la protège tellement, a fait construire et aménager pour elle un théâtre absolument somptueux. Et donc, tous les gens de la cour, lorsqu'ils suivent le roi à Fontainebleau, profitent de leur soirée libre pour venir à Étiolles applaudir la belle Jeanne-Antoinette, qui apparaît comme une épouse idéale pour son mari, comme la mère aimante de la jeune Alexandrine. Cependant, si elle a l'air assez innocente, elle l'est beaucoup moins qu'elle n'en a l'air. Si je devais tromper mon mari, ce ne serait qu'avec le roi, dit-elle. On ne sait pas exactement de quelle manière Madame d'Étiolles a rencontré Louis XV pour la première fois. On suppose que l'idylle a débuté au cours d'une des fameuses chasses royales, vous savez, dans la forêt de Sénart. Ce sont les frères Goncourt qui racontaient que Madame d'Étiolles avait tellement de moyens et tant de goût qu'elle se présentait tantôt vêtue en rose dans un phaéton, c'est-à-dire dans une voiture découverte bleue, tantôt en bleu dans un phaéton rose. Bref, elle cherche à se faire remarquer, ça marche. Elle impressionne visiblement le roi par sa grâce, par sa beauté, et très vite, Sa Majesté la place au nombre des dames auxquelles on envoie régulièrement des chevreuils lorsque la chasse est finie. Ça, c'est un premier hommage royal. Oh, c'est loin d'être le dernier. Voilà, vous êtes maintenant au fait de tout. Vous êtes paré, si j'ose dire, pour assister au bal des Ifs. Un extrait de l'ouverture de la tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau, Dardanus sur Europe 1. Restez avec nous, Franck Ferrand vous emmène au cœur du bal des Ifs cet après-midi, au cœur du château de Versailles. Et la suite, c'est dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire des fêtes à Versailles et en particulier d'un bal resté célèbre, le bal des Ifs que vous allez nous raconter dans un instant. C'est lors de ce bal que Madame d'Étiolles, future marquise de Pompadour, parvient à séduire le roi Louis XV. Alors elle s'apprête à devenir la nouvelle favorite du roi, mais avant d'être au cœur de ce bal, Franck, à quoi correspond exactement le statut de favorite du roi ? C'est un statut de fait et non un statut de droit déjà. Il faut savoir que pendant très longtemps, les maîtresses royales sont restées relativement dans l'ombre. La première favorite officielle, et encore quand je dis officielle, je devrais dire pour être plus exact, la première favorite reconnue, c'est Agnès Sorel, vous savez, qui était l'amie de cœur du roi Charles VII. Alors il faut préciser que si les rois ont souvent des liaisons, et alors là, on ne peut même pas les compter, bien entendu. Très rares sont les dames qui vont être considérées comme favorites. C'est très important le rôle de favorite parce qu'évidemment, ça vous met en pleine lumière. C'est très embarrassant vis-à-vis de la reine, surtout lorsque, comme Madame de Pompadour, vous êtes membre de la maison de la reine. Vous imaginez, c'est-à-dire que vous êtes censé servir la souveraine tous les matins et, si j'ose dire, le souverain roi, tous les soirs. C'est un peu ça. Bon, donc c'est très complexe comme situation et en même temps, ça vous donne une puissance, des moyens quasiment illimités. Donc ça fait de vous de très loin la première dame du royaume, bien devant la reine, pas en statut, mais effectivement. Et en même temps, ça fait de vous la cible de toutes les critiques possibles et imaginables. Vous devenez donc quasiment, à coup sûr, la personne la plus détestée du royaume. Vous voyez comme c'est compliqué. Alors... je vous raconte en 2 mots la maladie de Metz. Vous savez qu'en rentrant d'une campagne dans les Flandres, le roi se trouve à Metz, il tombe malade. Quand on apprend la nouvelle de cette maladie, on est donc en 1744, Madame d'Étiolles, dont la passion pour le roi est une passion purement livresque pour l'instant, une passion de rêve, si je puis dire, cette passion s'amplifie d'un seul coup. Or, Louis XV renvoie sa maîtresse parce qu'il pense qu'il va mourir. Il renvoie Madame de Châteauroux. Malheureusement pour cette dernière,
elle va elle-même tomber malade, elle meurt quelque temps plus tard, et donc la mort soudaine de Madame de Châteauroux fait retomber le roi dans ses démons, dans sa mélancolie. Vous savez que Louis XV était une personne qui est sujette à la neurasthénie. Alors est-ce que c'est pour consoler le roi qu'on précipite entre ses bras Madame d'Étiole, ou est-ce que c'est parce qu'on sait qu'il est libre et que la place est à prendre? Toujours est-il que depuis le décès de la maîtresse en titre, on sait que le cœur du roi est disponible. Alors, elle ne s'appelle pas encore Madame de Pompadour, Madame d'Étiole dispose à Versailles d'un certain nombre de relais, parce qu'encore une fois, vous aurez compris qu'elle est la petite chouchou, la petite protégée d'un groupe de financiers ultra puissants qui ont leurs entrées. Et notamment, il y a un bonhomme qui s'appelle Binet, le sieur Binet, un des premiers valets de chambre du dauphin, qui a un lien avec sa famille, et donc avec ce petit groupe, et qui va la faire entrer dans les intérieurs de Versailles. Elle est conviée à assister, comme par hasard, avec sa cousine, à un bal paré chez mesdames. Le roi reconnaît la belle dame au phaéton de la forêt de Sénart, vous savez, et il semblerait qu'il lui donne un rendez-vous un peu moins officiel. On n'en est pas sûr de tout ça. Toujours est-il que le mémorialiste de la cour, le duc de Luynes, note dans son journal, à la date du 8 février 1745, on prétend qu'il fut il y a quelques soirs, quand il dit il, c'est le roi, hein, on prétend qu'il fut il y a quelques soirs à un bal en masque dans la ville de Versailles. Donc là, attention, c'est plus un bal officiel à la cour, c'est un bal populaire, si l'on peut dire, dans la ville. On a même tenu à cette occasion quelques propos soupçonnant qu'il pouvait y avoir quelques projets de galanterie, et on croit avoir remarqué qu'il dansa hier avec la même personne dont on avait déjà parlé. Ça, c'est une espèce de galimatia de la cour, mais vous comprenez que, en tout cas, la rumeur est en train de s'étendre. La personne dont on a parlé, j'ai pas besoin de vous la décrire. Et plus officiellement, c'est le mariage du dauphin Louis avec l'infante d'Espagne qui va donner lieu à des réjouissances extraordinaires et permettre à notre jeune héroïne d'approcher vraiment le roi, et cette fois en public. Le soir du 25 février 45, en l'honneur du mariage du dauphin avec Marie-Thérèse, Versailles est plus animé que jamais, puisqu'on va y donner un grandiose bal masqué. Très important, c'est pas un bal paré officiel, c'est un bal masqué, c'est-à-dire qu'on arrive déguisé, littéralement, le visage couvert. On va appeler ça le bal des ifs, et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Alors, il y a eu soirée d'appartement, c'est-à-dire grande soirée où le roi et la reine se sont adonnés au jeu dans le salon de la paix. Le bal s'ouvre lui-même à minuit, et l'on a vu depuis plusieurs heures des files et des files de carrosses encombrer toute la route entre Paris et Versailles, les avenues qui conduisent au château jusqu'à la place d'Armes. Il y a même des voitures qui ont été autorisées à entrer dans les cours. La foule élégante masquée pénètre dans les appartements royaux, soit par le salon d'Hercule, en passant par le grand escalier des ambassadeurs d'un côté, soit par la salle des gardes de l'œil de bœuf de l'autre. L'affluence est exceptionnelle. En effet, ce soir-là, aucun billet n'est exigé, et pour une fois, l'accès est ouvert à tous, avec comme seule condition de posséder un joli déguisement. À l'arrivée de chaque groupe, une personne doit seulement se démasquer, donner son nom, on appelle ça le nom de compagnie, et l'huissier note le nom, et puis c'est tout. Ce n'est qu'une forme pour la sûreté du roi, car tous les gens non connus prennent tel nom qu'il leur plaît, nous dit la chronique. Il y a eu grand concours de monde de Paris. Autrement dit, pour parler clair, tous les gens qui ont quelques moyens, qui peuvent s'habiller, etc., qui ont un beau carrosse, même s'ils ne font pas du tout partie de la cour, même s'ils ne sont même pas nobles, il suffit de se déguiser, on arrive, on donne le nom qu'on veut, et tout le monde participe à ce bal. Vous imaginez la cohue, évidemment, le flux des arrivants qu'on n'arrive pas à contenir. Or, Versailles, ce soir-là, a mis ses habits de magnificence. En arrivant au château, Madame d'Étiole, qui, si l'on en croit les témoins, est déguisée en Diane, est littéralement fascinée par les façades illuminées, les escaliers, les salons, la galerie, tout brille de mille feux. On a l'impression encore d'être au grand siècle. On a le sentiment que le château éclairé à Giorno sera littéralement le palais de toutes les rencontres, de toutes les licences peut-être. Cet après-midi, Franck Ferrand vous fait revivre le bal des ifs comme si vous y étiez. Nous sommes en 1745 et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Vous pouvez poser vos questions à Franck Ferrand et ses invités jusqu'à 15h30. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook Au Cœur de l'Histoire et sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Au Cœur de l'Histoire. Sur Europe 1. Europe 1, Au Cœur de l'Histoire.
Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, avec vous, nous faisons la fête et vous nous avez transporté en 1745 à Versailles, qui est devenu ce soir-là le plus beau château du monde, je crois qu'on peut le dire. Nous sommes au cœur du bal des Ifs. Alors tout le monde est arrivé. Quand je dis tout le monde, il y a vraiment une société très mélangée, comme on dit. Et par exemple, pour vous donner une anecdote, on voit la dauphine danser avec un beau cavalier qui parle espagnol, etc. et qui a l'air de lui raconter des choses à l'oreille. Elle rit à gorge déployée. C'est formidable. On se dit, mais qui est ce monsieur, qui est cet espagnol qui ose danser avec la dauphine de France? Vous imaginez? Faut vous imaginer qu'on est dans une société hyper hiérarchisée. Tout ça aujourd'hui nous paraît presque rigolo et normal. À l'époque, il y a des codes une princesse, la dauphine de France, seuls de très très hauts personnages, quelques-uns, on les compte sur les doigts d'une main en Europe, peuvent danser avec elle. Et donc on se dit, mais qui est-ce? C'est le cuisinier du comte de Tessé qui s'était déguisé. Vous voyez, donc ça fait un peu. Et la princesse de Conti arrive, elle veut s'asseoir. D'habitude, dès qu'une princesse arrive, hop, tout le monde se lève pour. Et là, personne, tout le monde reste assis, tout le monde continue sa discussion. Et elle rentre chez elle en disant, il faut qu'on soit ici de bien mauvaise compagnie. Un peu pincé quand même. Alors, tout le monde n'a qu'une idée, c'est de voir le roi, bien sûr. Sauf que le roi n'arrive pas. Toutes les beautés de la ville se sont rassemblées ce jour-là pour conquérir ce jeune souverain couvert de gloire, raconte Pierre de Nolhac, souverain dont le cœur est libre et qui est le plus bel homme de son royaume. La foule des prétendantes est infinie, dit l'abbé de Bernis, qui voit leur manège et qui connaît la plupart d'entre elles. Il mentionne même le succès d'une jeune fille extrêmement belle, dont les parents sont de ses amis. Un chroniqueur plus indiscret cite une présidente libertine, évidemment Madame Portail, qui se laisse emmener dans les petits appartements par un if qu'elle a pris pour le roi. Et oui, car le bruit a couru que le roi et quelques-uns de ses amis sont déguisés en if du parc. En if, oui, en arbre, c'est-à-dire ils sont habillés en arbre avec le l'if taillé, vous savez, avec la boule pour faire la tête, des petits trous pour faire les yeux, etc. Donc, on essaie de s'approcher des ifs, mais encore faut-il savoir lequel est le bon, bien entendu. Celle qui le saura, c'est Madame d'Étiole. En tout cas, c'est ce que nous dit la gravure de Cochin, célèbre gravure qui représente toute la galerie des glaces occupée par ce bal des ifs, gravure colorée absolument magnifique. Et l'on voit au milieu de la gravure une petite jeune femme magnifique qui est en train de parler à l'oreille d'un if. Tout le monde aura reconnu, bien sûr, Madame d'Étiole. Alors, quelques jours après ce bal des ifs, la ville de Paris donne à son tour un grand bal en l'honneur du mariage du dauphin, bal à l'hôtel de ville, de nouveau foule considérable, et l'on dit que le roi va venir, qu'il viendra incognito, et pour plus de sécurité, il entrera par la petite porte du passage voûté de la rue du Martroi. Alors Madame d'Étiole, qui a reçu une invitation comme par hasard pour ce nouveau bal, se poste dès minuit sous ses arcades et elle attend l'arrivée de son bien-aimé, si je puis dire, avec impatience, avec nervosité. Et il y a la foule, les gens qui entrent et qui sortent et qui la bousculent, la pauvre malheureuse. Le roi n'arrivera qu'à 3 heures du matin passé. Ce soir-là, Louis XV est sorti du château de Versailles en domino noir. Donc, vous voyez, il a mis, lui aussi, cette espèce d'étoffe qu'on se met qui vous enveloppe complètement et qui vous cache pour aller au bal. Il est avec le duc d'Ayen, le capitaine de ses gardes et quelques intimes. Il est allé danser dans un bal public à côté du château, bal du Petit Écu, avec l'intention de passer un peu de temps, jusqu'au moment où le dauphin aurait quitté l'hôtel de ville. Parce que si le roi arrive en même temps que le dauphin, il va y avoir forcément du protocole, etc. Là, il veut arriver tranquille. Il évite la foule, c'est la raison pour laquelle il s'est fait d'abord arrêter au bal de l'Opéra, et il n'est arrivé donc qu'à 3 heures du matin au bal de l'hôtel de ville, où semble-t-il Madame d'Étiole était passablement irritée, fatiguée. Elle dit tout de suite au roi qu'elle préfère se retirer, et Louis XV propose de la raccompagner. Madame d'Étiole monte donc dans le carrosse. Quand je dis le carrosse, c'est même pas un carrosse, le duc d'Ayen a loué un fiacre pour Louis XV, toujours des raisons d'incognito, bien entendu. Et voilà le petit fiacre parti dans des rues encombrées, entre l'hôtel de ville et la rue Croix des Petits Champs. On arrête plusieurs fois la voiture. Il faut vous dire que la ville est en émoi, c'est la grande fête ce soir-là. Le roi dit au duc d'Ayen, donnez donc un louis, parce qu'il y a quelqu'un qui refuse le passage. Mais le duc lui répond, votre majesté doit s'en garder, la police sera instruite et elle saura demain où nous sommes allés.
en fait, vous pensez bien que tout le monde sait exactement où est allé le roi, qui raccompagnera donc la belle Madame d'Étiolles chez sa mère, avant de rentrer tranquillement à Versailles à 8h30 du matin. Que s'est-il passé dans le petit fiacre du roi, dans les encombrements de Paris? Vous pouvez l'imaginer. En tout cas, de la vie à peu près générale, on date de cette nuit-là. La liaison entre Louis XV et Madame de Pompadour, cela va durer 20 ans. Bonjour Patricia Bouchenaud-Deschamps, merci d'être avec nous. Nous allons avec vous évoquer non seulement ce grand bal de Louis XV, mais ceux de la cour de Louis XIV et de la cour de Louis XVI. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck, grâce à vous et grâce à votre invité, nous sommes au cœur des fêtes et divertissements à Versailles. Vous nous avez fait revivre le bal des Ifs, mais il va y en avoir d'autres que vous allez nous raconter avec Patricia Bouchenaud-Deschamps, qui est chercheure associée au Centre de recherche du Château de Versailles et au laboratoire de l'École d'architecture de Versailles. Elle est aussi l'auteure, entre autres, des Plaisirs de Versailles avec Philippe Beaussan, paru chez Fayard. Et vous la regardiez, Anissa, pendant l'interruption, là, cette extraordinaire gravure de Nicolas Cochin, immense gravure, qui est une sorte de panorama, en fait, disons les choses, et qui sert de couverture au très beau livre tiré de l'exposition par le Château de Versailles, en coédition avec Gallimard, qui s'appelle Fêtes et divertissements à la cour. C'est le titre de l'exposition, et c'est l'affiche aussi. Alors, évidemment, sur l'affiche, on a bleui la gravure, on a fait des effets de lumière et de couleur, elle est bleue et jaune, mais on voit bien Madame d'Étiolles parler à un If. Voilà, etc. Elle s'est approchée de l'If. Alors, Patricia Bouchenaud-Deschamps, il faut que nos auditeurs sachent que vous avez, il y a 20 ans, collaboré à un livre qui a marqué son temps, qui s'appelle Les Plaisirs de Versailles. C'était édité chez Fayard, donc en 96. Et l'auteur principal de cet ouvrage, c'est un monsieur qui nous manque beaucoup. C'était l'académicien Philippe Beaussan, en fait. Voilà, qui a disparu il y a un peu moins d'1 an. Et ça a été 3 années de collaboration pour un plaisir immense, parce que c'était un homme qui connaissait de manière à la fois aussi intuitive que personnelle ces trois règnes qui font que du coup on a eu un immense plaisir à écrire cette histoire du théâtre et la musique à Versailles au XVIIe et Philippe Beaussan est musicologue, musicologue par définition. Il était à l'origine du centre de musique baroque de Versailles, mais au-delà de la musique, il avait le sens des réjouissances royales, en fait. Exactement, et la danse. Il était un passionné de danse, puisqu'il avait recréé tous ces ballets de manière absolument extraordinaire. Et donc du coup, c'est une très belle histoire de voir que cette grande exposition sur les fêtes et divertissements a enfin lieu 20 ans après la publication de ce livre, qui était à la fois une histoire, un répertoire et une grande promenade à travers tous ces lieux où à Versailles on a eu des moments de musique et des spectacles et des balles et des fêtes. Ça a été non-stop et dans tous les endroits, aussi bien à l'intérieur du château que dans tous les bâtiments, toutes les constructions pérennes ou éphémères, et évidemment les jardins. On a beaucoup parlé du bal des Ifs pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'il porte ce nom étrange et que ça amuse tout le monde d'imaginer Louis XV déguisé en If. Alors, on en a la trace sur la gravure de Cochin. La deuxième raison, c'est la gravure elle-même, qui est sans doute le document le plus célèbre des arts graphiques du XVIIIe siècle. Donc évidemment, ce bal des Ifs a été immortalisé par Cochin. Et puis la troisième raison, c'est que on dit, même si j'ai essayé de redresser un peu les choses, là vous avez vu, mais on dit que c'est là que Louis XV a rencontré Madame de Pompadour. C'est pas vrai, ils se connaissaient déjà depuis 18 mois, mais c'est là que leur liaison a éclaté au grand jour, en fait. Ou en tout cas à la lumière des candélabres. Exactement. Donc ce sont 3 raisons pour lesquelles le bal des Ifs, c'est un moment clé, en fait, dans l'histoire des spectacles. Et c'est un moment clé qui est un clin d'œil, qui à la fois nous raconte le passé, puisque un If, c'est avant tout, je dirais presque l'emblème. Hommage à le nôtre, à votre cher le nôtre. Et à notre cher le nôtre, c'est l'emblème de ces jardins, avec toutes ces taupières. Ce sont ces arbustes qui sont taillés et donc qui nous donnent ce costume extraordinaire, puisque nous avions 8 ifs qui ont donc été au cœur de toutes les attractions, parce qu'il faut quand même imaginer. On dit qu'ils ont failli mourir d'asphyxie parce que évidemment la foule se rapprochait. Une foule immense, parce que de toutes les manières, Versailles était ouvert à tout le monde, aussi bien pour le quotidien que pour les grandes fêtes. Donc ça, c'est quelque chose de très très important qu'on n'imagine
n'imagine pas de nos jours. On n'imagine pas aujourd'hui pouvoir aller à l'Élysée. Voilà, pour peu qu'on soit bien habillé et qu'on puisse rentrer. Donc, ce qui serait quand même vraiment dans une démocratie, ce qui serait le plus ordinaire. Il y aurait peut-être trop de monde aujourd'hui. Il y aurait peut-être trop de monde, mais déjà à l'époque, il y avait un monde fou. Il y avait un monde fou, on s'entasse de partout. Et vous parlez de la gravure, et on voit sur la gravure tous ceux qui regardent le bal. Il y a ceux qui peuvent participer, mais on avait aussi bourré les gradins de spectateurs. Donc c'est une fête à tous les sens du terme. Ceux qui participent et dansent, ceux qui sont là et qui voient. Et donc c'est vraiment ce spectacle d'une société théâtre qui se regarde, qui participe et qui joue. Il y a plusieurs aspects qui, pour nous aujourd'hui, ont perdu de leur force. La première, c'est qu'on éclairait, comme on dit, à giorno. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que là, on est en février, c'est-à-dire au moment où les nuits sont très longues. Tous les bals quasiment ont lieu au moment du carnaval d'ailleurs. Hein. Oui, absolument. Alors que d'habitude il fait nuit, littéralement. Quand vous êtes chez vous, vous avez si vous êtes quelqu'un d'un peu fortuné, vous avez quelques bougies dans des chandeliers, mais enfin il fait quand même globalement nuit. Et bien là, vous arrivez dans un lieu qui en pleine nuit est éclairé quasiment. Tout est très relatif, mais en tout cas qui est très éclairé. Ça, c'est la première chose. C'est intéressant ce que vous dites parce que non seulement le château est éclairé, mais les soirs de grandes représentations comme celle-là, que ça soit un grand bal ou un carrousel ou une représentation dans les grandes écuries ou ailleurs, ou plus tard à Versailles quand ce sera au Théâtre Montansier, quand il y a succès, eh bien tout est éclairé et c'est une véritable illumination de Paris à Versailles. Incroyable. Tous ces carrosses, ils sont éclairés et qui forment une trace de lumière entre les deux grandes villes, les deux capitales. On ne sait plus qui est qui et elles ne font plus qu'un finalement dans cette organisation des plaisirs. La deuxième chose, ce sont les parures. On a oublié aujourd'hui que toute la haute noblesse qui entoure le roi à la cour possède évidemment des pierres, des diamants, toutes sortes de pierreries, et que pour les grandes fêtes, alors il y a des mesures de sécurité, c'est-à-dire qu'on arrime très solidement les pierres pour que les gens ne les arrachent pas, mais en tout cas, pour les grandes fêtes, les seigneurs et les dames sont littéralement comme des sapins de Noël. Ils étincellent dans tous les sens. Et rien que ça, pour l'époque, c'est un spectacle éblouissant. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se précipite dans ces fêtes, c'est pour voir les pierreries, bien sûr. Et puis la troisième raison, c'est la musique. Et là, Philippe Beaussin, évidemment, avait beau jeu. C'est que dans un monde qui est plus ou moins harmonieux, là, d'un seul coup, vous avez cette musique. Nous sommes habitués, nous, à entendre de la musique partout. Et même, absolument. Le luxe maintenant dans une brasserie ou un restaurant, c'est de ne pas avoir de musique. Mais à l'époque, c'est l'inverse. Vous arrivez quelque part et là, vous avez ces violons qui jouent. Cette musique, ça devait être magique. C'est magique et en plus ça correspond à un développement qui sur un siècle va être considérable, comme le racontera Voltaire. Sous Louis XIV, il y en avait un qui jouait de la musique, il y en a 1000 sous Louis XVI. C'est donc une explosion de la musique et les souverains vont jouer un rôle considérable. D'abord Louis XIV, puis sous Louis XV. Alors c'est un peu paradoxal parce que en fait la musique va glisser progressivement du règne des hommes, des souverains, Louis XIII, de manière intime mais de manière extrêmement réelle, parce qu'il faut quand même imaginer un Louis XIII qui dirigeait la musique au siège de la Rochelle. Il est là, il n'a pas sous la main ce qu'il faut pour diriger la musique. C'est lui qui va jouer le maître de chapelle. Ouais. Donc c'est quand même assez extraordinaire. C'est lui qui joue des instruments quand il vient à Versailles en intimité. Il faut quand même se dire qu'il vient pendant 25 ans à Versailles. Bien sûr chassé, mais ces journées résidaient entre hommes parce que la présence des femmes aurait gâté le plaisir. C'était une petite thébaïde. On est vraiment une petite thébaïde, mais tout le monde joue de la musique. Et ensuite sous Louis XIV, alors là c'est une grande révolution. Là, sous Louis XIV, on y vient dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. France. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire des bals et des différentes fêtes à Versailles. J'espère que vous êtes parés, vous aussi, à vous amuser avec Franck Ferrand et son invité Patricia Bouchenaud-Deschamps. On revient sur l'histoire de ces fameux bals avec l'un des plus importants, le bal des Ifs que vous nous avez raconté, Franck. Oui, alors ce bal des Ifs, d'ailleurs, nous disions qu'on n'a pas pu danser au bal des Ifs tellement il y avait de monde. Bien entendu, je sais que ces très grands bals, lorsqu'ils étaient ouverts comme ça, ne donnaient pas vraiment lieu à des danses puisqu'il y avait trop de monde, tout simplement. Donc on s'écrasait, on se montait littéralement sur les pieds. Je ne sais plus quel commentateur nous dit qu'on aurait pu d'ailleurs aller d'un bout à l'autre du grand appartement sans mettre un pied par terre. Transporté par la foule. Vous imaginez comme c'est incroyable. Alors,
ça c'était sous Louis XV. Revenons, si vous voulez bien, un petit siècle en arrière, sous le règne de l'arrière-grand-père de Louis XV, celui qui a fixé la cour à Versailles. Mais avant de fixer la cour à Versailles, il avait fait de ce château un lieu de divertissement, de réjouissance et de fête, Patricia. Absolument. On est sous Louis XIV, véritablement, d'abord sur une période extrêmement longue, hein, parce que là, on va parler de 55 années à Versailles. Donc, entre le début du règne et la fin du règne, on ne va pas parler de la même chose. Hein. On va parler, le début du règne, c'est une période de réjouissance absolument extraordinaire. Et il y a, je crois, quelque chose qu'il faut bien que l'on ait en tête. On en parlait un petit peu tout à l'heure pour le bal des Ifs, sur cette présence du public. Louis XIV lui-même va bien préciser dans les mémoires qu'il rédige pour servir à l'instruction du dauphin. Il précise bien que les divertissements publics ne sont pas tant les nôtres que ceux de notre cour et de tous nos peuples. Et c'est quelque chose d'important à comprendre parce que on parle toujours des grandes fêtes de Louis XIV en pensant aux 3 grandes fêtes, 1664, 1668, 1674. Alors, oui, certes, il y a eu 3 grandes fêtes, mais énormément de divertissements organisés. Mais ces 3 grandes fêtes ont été publiées, imprimées, distribuées dans toute l'Europe et ont fasciné toute l'Europe, sans parler des autres fêtes qui étaient les carousels, qui sont les héritiers de ces grandes joutes qui existaient depuis le Moyen-Âge et qui permettent aux uns et aux autres de mesurer leur adresse et de faire assaut d'élégance avec des costumes mais absolument hallucinants sous Louis XIV. Là, on a les dessins de Gisset, de Bérin, etc. qui nous donnent la somptuosité de ce qui est préparé. Et bien tout évidemment, ça, parade, on est dans la parade, et une parade qui fascine ce public et tous ces peuples, et on vient de l'étranger pour voir tout cela. Et c'est tellement important pour Louis XIV qu'on a en mémoire les grands carousels donnés, les 2 grands carousels donnés à la Grande Écurie, et un prince comme le futur Jean-Georges IV de Saxe, par exemple, qui vient pour faire son grand tour d'Europe et se former, et donc connaître la danse, etc., va retarder son départ en Saxe pour assister à ce grand carrousel qui va tellement le marquer qu'ensuite on refera la même chose en Saxe. Alors ça, ce sont les grands événements, mais il y a des qui sont réussis, mais il y a des événements ratés. Et ça, on en parle moins. Et moi, j'ai envie d'évoquer un carrousel qui a été un vrai fiasco, parce qu'on n'en parle jamais de ça. C'est un carrousel qui a eu lieu en février 1667. Et là, on a le témoignage de l'envoyé de Savoie qui raconte ce carrousel préparé pour Versailles sur 2 journées. On a fait venir de la viande, etc. pour nourrir tout le public que l'on attend. Et il y a tellement peu de monde que le roi, absolument furieux, décide d'interrompre les festivités au premier soir et on arrête tout et tout le monde rentre chez soi. On dit que le roi est fâché de ce que les Parisiens n'y ont pas été. Mais comme il fallait faire de la dépense pour y aller en masque, oui, il faut un petit peu paraître, eh bien, il y a peu de personnes qui puissent en faire beaucoup. Alors, est-ce qu'en plus il faisait mauvais? Je n'en sais rien. Mais voilà, le carrousel est annulé au premier soir parce que la foule n'est pas venue. Certes, il y avait des princes étrangers qui sont là, mais c'est pas ce qui intéresse le roi. Il faut qu'il y ait cette foule. Alors, il y a eu les grands divertissements. D'abord, les plaisirs de l'île enchantée, 1664. 1664, sur une journée. Grand divertissement royal, quelques années plus tard, etc. Donc ça, ce sont les grandes fêtes. Et puis, les bals, bien entendu. Ce qu'il faut dire, c'est que, à partir du moment où la cour s'installe vraiment à Versailles... Pardon, une journée en 1668, une semaine sur 64. On est sur des fêtes immenses. Et à partir du moment où la cour s'installe au tout début des années 1680, les bals vont devenir beaucoup plus, ce ne sont plus des événements aussi extraordinaires. Le roi commence à vieillir, Madame de Maintenon est là qui veille au grain, puis le roi petit à petit va vieillir, même je dirais de plus en plus. N'oublions pas qu'à partir de 1685-86, il va vivre essentiellement à Marly, ce qu'on a tendance à oublier, donc il est moins présent à Versailles. Alors en plus, on n'a pas de salle de bal à Versailles. Donc dans la pratique, soit on danse dans la Galerie des Glaces et il fait un froid de canard. Alors je parle pas pour les petits bals qui eux ont lieu dans le salon les soirées d'appartement qui sont extrêmement réglées, codifiées et qui permettent pendant toute la semaine, voilà, exactement. Ça, c'est dans le salon de Mars. Mais dès qu'il y a un grand bal, il faut qu'il ait lieu dans la Galerie des Glaces, qui n'a pas de cheminée. Il fait un froid, parce que, évidemment, les bals ayant lieu au moment du carnaval, il fait toujours très froid. Il va falloir attendre l'extrême fin du règne pour qu'on fasse cette grande salle qui s'appelle le Salon d'Hercule, où là,
on peut enfin danser sans avoir trop froid. Alors, il y avait des possibilités de danser quand même à la cour, ailleurs que dans la Galerie des Glaces. Et c'était tout simplement dans le théâtre dit de la Cour des Princes, puisque c'était une salle de spectacle, mais on relevait le plancher et du coup, ça pouvait être transformé là pour pouvoir danser. Et donc là, il y avait également le bal de manière plus fréquente que, effectivement, comme vous le dites, dans cette Galerie des Glaces qui est un chauffard. Et puis un petit peu plus tard, on va organiser beaucoup de réjouissances et de bals également au manège. Et d'ailleurs, le grand bal paré pour le 2e mariage du dauphin, puisque finalement le dauphin va se remarier très vite après ce bal des Ifs. Le 2e grand bal a lieu au manège, lui. Voilà, avec le bal pour Marie-Joseph de Saxe. C'est-à-dire, on est de l'autre côté de la place d'Armes, la grande écurie, dans le manège où ont lieu pas mal de festivités. Exactement. Alors, peut-être un mot, Patricia, mais on va y venir juste après, sur la hiérarchie des bals. C'est-à-dire que nous, quand nous parlons de bals, nous disons que, d'ailleurs, même dans les très grands bals très mondains, parisiens, on danse très vite un peu tout et n'importe quoi. On fait la fête. À la limite, on danse une valse de Vienne pour commencer, pour faire bien, et puis très vite, ça devient, autre chose. À l'époque, c'est pas du tout le cas. Non, tout ça est codifié, régi, et nous allons voir dans quelle proportion dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. D'alcool. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur des bals, des fêtes et des divertissements au château de Versailles avec votre invité Franck Ferrand, Patricia Bouchenaud-Deschamps. D'ailleurs, nous irons nous balader tout à l'heure au château de Versailles de 15h à 15h30. Si vous avez visité ce magnifique château, vous pouvez poster vos photos ou tout simplement nous mettre en message vos souvenirs de cette visite. Nous visiterons l'exposition Fêtes et divertissements à la cour au bras de Béatrix Saul. Donc on va entrer dans cette exposition où il n'est pas seulement question de bal. Vous allez voir, on parle aussi de chasse, on parle aussi de promenade, etc., et de concerts et de théâtre, fondamental de théâtre. Bref, les grands bals, puisque nous y sommes encore avec Patricia, on n'a pas envie de quitter le bal aussi vite que ça. Oui, Franck adore ça. Il faut dire que les bals de cour étaient très codifiés. Je ne parle pas des bals masqués comme celui dont nous parlions là au bal des Ifs, mais les bals de cour, les bals qui ont lieu les soirs d'appartement, sont extrêmement régis, codifiés. On appelle ça des bals parés. Ça obéit à un certain nombre de règles. Les princes et les princesses dansent dans un certain ordre qui est celui du protocole. On respecte une certaine succession d'airs et de danses et de contre-danses avec des pas très précis, avec un port de tête codifié. C'est doublement codifié, c'est-à-dire c'est codifié sur le plan des usages, de l'étiquette, qui danse avec qui, et c'est codifié sur le plan de la chorégraphie avec cette création vraiment de la volonté de Louis XIV qui est l'Académie royale de danse, une des premières actions de Louis XIV quand il prend le pouvoir. Et disons bien que cette codification rend les choses assez pesantes et qu'aller au bal à la cour est un peu une corvée. Et d'ailleurs, on se rappelle ce que Louis XIV va dire à sa belle-fille un jour où, étant enceinte et très avancée dans sa grossesse, elle demande à être excusée parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas danser, que c'est très compliqué. Et le roi l'attend en lui disant: ma fille, nous ne sommes point comme des particuliers. Vous devons, voilà, c'est ça, tout entier à notre public. C'est incroyable. Et donc, ce n'est pas seulement une partie de plaisir, bien entendu. Et d'ailleurs, quand les étrangers viennent à Paris pour être reçus à la cour, ils prennent un temps où ils restent à Paris pour non seulement faire les costumes nécessaires pour paraître, mais surtout pour prendre ces cours à la fois de conversation, mais surtout de danse, pour pouvoir paraître sans être ridicule. Alors, il y a 3 personnalités qui jouent un rôle essentiel dans tous ces bals et dans ces réjouissances. C'est le patron des menus plaisirs, c'est le directeur des bâtiments du roi, qui est censé faire les aménagements pour la cour. Absolument. Et puis c'est, ne l'oublions jamais, le premier gentilhomme de la chambre. Alors, il sert par quartier, c'est un grand seigneur, il se relaie tous les 3 mois, mais celui qui est de quartier en février est celui qui est le plus important, parce que c'est celui qui organise les bals. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est très rémunérateur comme activité, il faut le dire, Patricia. Absolument. Et donc ça, c'est une hiérarchie qui est extrêmement bien structurée au sein de la maison du roi. Et on a donc ce département qu'on appelle l'administration des menus plaisirs. Alors, on a l'impression que c'est une frivolité, alors qu'il faut bien se garder de cela, parce que c'est véritablement un département
appartement qui ressemble un peu à une immense malle au trésor dans laquelle on puise pour permettre au souverain et à toute la famille royale de paraître en tant que tel. Donc ça va de l'organisation du quotidien, hein, donc la vaisselle à la table, etc., jusqu'aux fêtes les plus extraordinaires. Alors dans le cadre de nos fêtes qui nous intéressent, il y a effectivement une administration, les menus plaisirs, qui doit travailler, comme vous le dites très justement, avec celle des bâtiments. Mais suivant les règnes, eh bien l'un va l'emporter sur l'autre et la collaboration se fera de manière plus ou moins aisée. D'autant plus que vous avez des souverains ou des personnalités qui s'immiscent dans cette action. Alors, évidemment, Louis XIV suit les choses de près. Ensuite, nous aurons Madame de Pompadour qui va suivre les choses également de très près. Nous avons surtout Marie-Antoinette. Alors là, Marie-Antoinette, elle va littéralement bouleverser les organisations de manière tellement brutale et tellement forte que elle va créer des révolutions au sein même des menus plaisirs et se mettre à dos également d'autres personnes. Donc elle va à la fois dernière des grandes réjouissances du règne de Louis XV, c'est en 1770, le mariage du petit-fils du roi avec l'archiduchesse d'Autriche Marie-Antoinette. Voilà. D'ailleurs, on dit que Louis XV, voyant les extraordinaires illuminations, les feux d'artifice, etc., depuis un des balcons, demande à son contrôleur général des finances, eh bien, que pensez-vous de comment les trouvez-vous mes fêtes? Et le contrôleur impayable, sire. Impayable, sire. Tout ça coûtait affreusement cher. Affreusement cher. Et il faut savoir que cette magnifique salle de l'opéra que nous connaissons aujourd'hui a été, en quelque sorte, créée pour faire des économies, parce que le pauvre Louis XV devait non seulement marier le futur Louis XVI, mais également le comte de Provence et le comte d'Artois. Il a 3 mariages à organiser et à chaque fois créer des constructions éphémères dans les écuries, etc. Ça coûte très cher. Grande salle d'opéra. D'où il faut enfin faire cette salle qui avait été voulue par Louis XIV et qui, en raison des guerres, n'a jamais été créée. Donc, entre-temps, le provisoire avait duré. On avait créé des salles de spectacle un peu partout. Et enfin, celle-ci, avec cette énorme réception donnée pour Marie-Antoinette. Alors ça, ce sont les réceptions officielles de la cour. Mais il y a de plus en plus, à mesure qu'avance le règne de Louis XVI, des fêtes que la reine donne pour son cercle. Et ça fait beaucoup jaser, bien entendu. Alors, peut-être juste un mot quand même pour Marie-Antoinette, sur le rôle de Marie-Antoinette en matière de fête. Il ne faut pas oublier que Louis XVI, vous parliez des maîtresses royales et du fait qu'elles étaient la cible de tout le monde, mais elles avaient quand même elles jouaient un rôle de fusible et protégeaient la reine. Louis XVI, à peine roi, donc on est en 1774, prend 2 mesures qui vont être fatales. La première, c'est de donner le Trianon à Marie-Antoinette, donc résidence de maîtresse, et la seconde, de lui confier l'organisation de tous les spectacles de la cour. Et là, on comprend mieux le rôle de Marie-Antoinette et tout ce qu'elle va faire. Et vous avez employé le mot spectacle, car il n'y a pas seulement des bals, bien entendu. Nous allons venir dans un instant au théâtre, à l'opéra, à toutes ces réjouissances de cour qui sont le cœur même de l'exposition du château de Versailles. Au cœur de l'histoire.